rester fidèles au programme de Walfadjri. Bienvenue à Action 7. Action 7 a le plaisir de recevoir ce samedi Ali Farindiaï, analyste politique, et le journaliste Ali Fall du journal Le Quotidien. Monsieur, bonjour et merci d'avoir répondu à l'autorisation. Je rappelle également que Georges Nesta Diop, chef du desk politique du journal Walfadjri Quotidien, va nous rejoindre. Alors, l'Action 7, comme on a l'habitude de le faire chaque samedi, nous allons revisiter l'actualité de la semaine. Une actualité qui a été dominée par le Conseil des ministres délocalisé. Le Conseil des ministres qui a quand même fait beaucoup de bruit parce que justement accompagné par une actualité politique très forte avec tout le débat, la polémique qu'on a eue autour de la présence ou non d'Idrissa Seck, maire de la ville de Thiès, qui a effectivement assisté à ce Conseil des ministres puisqu'il a lui-même accueilli le président Macky Sall ainsi que son premier ministre Aminata Touré. Mais avant de donner la parole à mes invités, nous allons, avec la complicité de Mme Siri Diop, suivre cet élément de Ramatoulaye Sarr qui parle justement de ce Conseil des ministres qui s'est tenu à Thiès. L'industrie de Thiès que s'est tenu hier le conseil interministériel qui entre dans le cadre de la tenue de celui des ministres décentralisés de Thiès sous la présence du premier ministre Aminata Touré et de son gouvernement, des autorités administratives de la région et autres. La rencontre a duré plus de 6 heures de tour d'horloge. Les secteurs allant de l'économie, l'agriculture, le tourisme, la pêche, l'artisanat, les transports, pour ne citer que cela, ont été passés à la loupe. Ensemble, nous avons fait le constat que les énormes potentialités agro-pastorales, culturelles, minières, touristiques, historiques de cette région sont suffisamment exploitées. Il existe donc des opportunités d'investissement importantes à saisir pour y asseoir des conditions d'une prospérité durable et pour stimuler la création d'emplois et de richesses pour tous. Des défis à relever et des opportunités à saisir pour inscrire définitivement la région dans une nouvelle dynamique de croissance et de progrès. Les chantiers de Thiès tant attendus ont été également soulevés par le patron du gouvernement. Le maire de Thiès, qui a pris part à la rencontre, a livré son avis sur la question. Nous avons eu également que soit inscrit dans les recommandations la finalisation des chantiers de Thiès. Il y avait 70 projets, 35 sont achevés, mais non encore réceptionnés, et le Premier ministre a donné toutes les instructions pour que ce soit réceptionné dans les meilleurs délais. 17 projets ont été entamés et non achevés avec des taux de réalisation entre 35 et 80%. Là aussi, une recommandation formelle a été donnée pour les finaliser, et 18 autres projets qui n'avaient pas démarré feront l'objet d'un dans le cadre des nouvelles priorités pour voir comment les répartir au niveau de l'ensemble de la région. Donc ça aussi, c'est une retombée extrêmement positive. Au total, nous, à chaque fois que la population reçoit un bienfait, fût-ce du poids d'un atome, et en l'occurrence là, ce n'est pas du poids d'un atome, ce sont des retombées importantes, nous sommes satisfaits, puisque notre seule préoccupation, c'est résoudre les problèmes du Sénégal. Sur 448 milliards de francs CFA que doit bénéficier la région de 2014 à 2017, 247 milliards sont déjà acquis, fait savoir le patron du gouvernement via le budget consolidé d'investissement. Reste 201 autres milliards qui proviendront de financements additionnels. Ramatoulaye Sarr, Thiès, Radio-Télévision Walfadjri. Ramatoulaye Sarr, Thiès, merci. Alors, Ali Farindiaï, on a entendu Aminata Touré et Idrissa Seck. Ça, c'est l'aspect un peu, disons, institutionnel du Conseil des ministres qui s'est tenu à Thiès. Mais avant, il y a eu une polémique autour d'Idrissa Seck lui-même. Finalement, Macky Sall, il a fait de Aminata Touré une citoyenne d'honneur de la ville de Thiès. Ma question est de savoir, est-ce que son absence, l'absence d'Idrissa Seck aurait été une faute politique? Je le crois très bien. Je crois que l'absence d'Idrissa Seck allait être une grande faute politique dans la mesure où ça voudrait dire je laisse le champ libre à Macky et le président pouvait en profiter pour peut-être, s'il était un peu comme Abdoulaye Wade,
participé à un processus même de débauchage de responsables en étant là. Parce que aussi Wade nous a habitués à ça. Donc je crois que même si, ne serait-ce que pour ces raisons, c'était une bonne chose que Idriss Seck soit présent. Comme vous l'avez si bien dit, les gens de Idriss sont très forts dans l'art de manipuler la presse. Parce qu'à un certain moment, tout le monde disait qu'il n'allait pas être là-bas. Et puis, coup de théâtre, il est là-bas, il accueille le Premier ministre, il accueille aussi le Président de la République, avec toutes les civilités qu'on lui connaît. Et mieux... Vous pensez que c'est Idriss Seck et ses partisans qui ont fait passer cette information-là? Je crois bien. Je crois que quand même nous étions à une phase de manipulation de la presse pour créer un peu le buzz et attirer les projecteurs sur peut-être l'accueil que Idriss allait faire à la Première ministre et au Président de la République. Bon, maintenant, il faut... L'autre aspect que j'ai apprécié, c'est l'élégance qui a eu lieu malgré les oppositions des deux camps. Parce qu'à la fin du Conseil des ministres, j'ai vu que le maire de Thiès, Est ou Nord, a remis un cadeau au président de la République au nom du maire de Thiès. Oui. Ça, c'est d'un tableau et puis d'art, très joli. Je crois que c'était une bonne chose du point de vue de la civilité entre le président de la République et Idriss Seck. Maintenant, à travers l'autre chose qu'on peut comprendre à travers cette situation d'accueil, de participation ou de non-participation d'Idriss Seck, c'est tout simplement une volonté encore de créer un peu dans la tête, le subconscient des Sénégalais, un duel en perspective présidentielle peut-être, Idi-Macky. Parce que politiquement et électoralement, Idi ne pèse pas, ne peut pas être l'alter ego de Macky à l'heure actuelle. Mais l'absence de leadership dans le PDS, qui est un peu éclaté, a fait émerger effectivement Idrissa comme quelqu'un qui peut être en pole position pour être l'adversaire de Macky. Et je crois qu'il a un peu essayé de jouer sur ça et montrer quand même qu'il peut, même s'il est absent du Sénégal tout le temps, il peut être là au moment opportun. Alors, Ali Farindiaï le dit un peu, il pense que tout cela a été un buzz créé par le camp d'Idriss Seck. Il accueille Macky Sall, il fait, je le rappelais tout à l'heure, de Aminata Touré une citoyenne d'honneur de la vie. Pense un gain politique, Idriss Seck. Bon, en fait, en tirer un gain politique, ça c'est peut-être autre chose. Mais ce qu'il faut dire d'abord, comme Ali, qu'est-ce qu'il dit chercher justement en faisant passer cette information selon laquelle il sera absent lors du Conseil des ministres. Qu'est-ce que cela veut dire? Il y a eu tout un bruit autour. Sera-t-il là ou bien sera-t-il absent? Il y a eu même, on a entendu son adjoint dans les médias. Oui, finalement, il sera là et que même s'il est absent, c'est parce qu'il est invité, je ne sais pas, en Normandie. Ça a fait débat. Mais tout cela, c'est vrai que peut-être qu'il y a un effet qui était recherché. L'a-t-il obtenu? C'était pour des raisons purement politiques. Vous savez que le contexte est chargé. On est dans un contexte préélectoral et tout le monde sait que, qu'on le veuille ou pas, Idi constitue peut-être le plus farouche opposant actuellement du président de la République, étant également maire d'une ville qui est, disons, la ville la plus disputée, et à chaque fois c'est durant une ville très politique. Justement une ville très politique. Ça cherche garder. Voilà, justement, donc il fallait créer autour de ce Conseil des ministres et ensuite faire faux bond, volontairement ou involontairement, c'est selon, montrer aux gens que regardez, je suis là, j'ai bien accueilli le président de la République et j'ai même élevé le Premier ministre au rang de citoyen d'honneur de la ville de Thiès. Donc tout ce que la presse disait, ce n'était pas vrai. Donc moi, politiquement ou bien peut-être, je ne sais pas, en tout cas, notre visage, il a accueilli de façon très solennelle et de façon très civilisée les membres du gouvernement, donc à la tête duquel on a retrouvé donc, le président de la République, et on a fait le Conseil des ministres de façon très civilisée, aussi bien le fond que la forme pratiquement. Le fond, c'est toujours des promesses d'investissement dans la région, la forme plus ou moins a changé, donc au regard un peu des autres conseils des ministres organisés dans d'autres localités. Il y a beaucoup plus de bruit à Thiès que dans d'autres régions, ce qui était tout à fait normal à mon avis. Donc c'est parce que c'est le contexte qui est chargé, un contexte préélectoral qui fait que Thiès attire tout. On parlera tout à l'heure du fond comme vous dites, Alifal. Josine Diop, bonjour. Alors, est-ce que ce conseil des ministres tenu à Thiès n'aura finalement été qu'un jeu de dupes entre adversaires politiques? Permettez-moi d'abord de saluer les téléspectateurs de Walfadjri, de présenter mes excuses pour le temps qui n'est pas là de ma volonté, saluer Alifal et Ali Fari.
Je dirais que ce conseil des ministres-là a été calculé. Chacun a calculé, que ce soit Idriss Seck, que ce soit Macky Sall, ils ont tous deux calculé. Parce que, en fait, la région de Thiès, ce n'est pas n'importe quelle région au Sénégal. Hein. C'est l'un des bastions les plus convoités au Sénégal, à part Dakar. Ça, tout le monde le sait. Et Macky Sall, en tout cas, le pouvoir actuel, sait que Idriss Seck règne un maître sur cette région-là. Wade l'a essayé de le déboulonner à plusieurs reprises, n'a pas pu. Donc, avant d'attaquer cette région-là, il faut calculer, recalculer. C'est pourquoi ce conseil-là, à mon avis, a été retardé à plusieurs reprises. D'ailleurs, vous avez entendu Idriss Seck à Louga dire écoute, moi, je ne suis pas obligé de suivre l'agenda de quelqu'un qui ne respecte pas aussi son calendrier. Et donc, j'avais un programme quelque part à Caen, je suis obligé d'y aller. Et donc, voilà, c'est un jeu de dupes, chacun calcule, c'est normal. Parce qu'Idriss sait aussi que quand Macky vient chez lui, ce n'est pas juste pour lui dire que voilà, je vais faire ceci, c'est pour lui dire que voilà, je suis venu arracher cette région entre tes mains. Et donc, Idrissa aussi, il cherche à conserver ce qu'il a déjà. Je me rappelle, il a même eu à le dire ici sur le plateau de Walfadjri, je me rappelle à l'élection présidentielle, il disait que moi, quand je suis allé au Canada, le Premier ministre à l'époque, Jean Chrétien, m'avait dit une chose. J'aime ce que vous faites à Thiès, parce que vous avez un bastion électoral que personne ne peut vous arracher. Et il dit qu'un homme politique, tant qu'il n'a pas cela, il n'est pas encore assis. Avant d'aller chercher ailleurs, il faut d'abord maintenir sa base. Justement, le baromètre qui va permettre un peu de savoir si effectivement Idriss Seck garde son bastion ou pas, c'est les élections locales. Hein? C'est dans quelques semaines. Est-ce que ce qui a été fait à Thiès entre mercredi et jeudi puisse avoir une quelconque influence sur le vote des Thiessois le 29 juin prochain? Ben ça, je crois que comme tu l'as dit tout à l'heure, on ne le saura qu'au soir du 29 juin. Cependant, c'est peut-être que ça peut un peu faire changer la donne. Parce que peut-être il y avait des Thiessois qui étaient dubitatifs, qui disaient que voilà, nous avons un maire absentéiste. Et je crois qu'en arrivant tout à l'heure, j'ai entendu Ali en a parlé, tous les deux Ali en ont parlé. Mais bon, moi, je pense que dans cette affaire-là, les gens sont allés très vite en besogne. Je ne suis pas en train de défendre Idriss Seck. Je crois que les gens sont allés un peu vite en besogne en disant que voilà le maire qui laisse le président et le Premier ministre venir. Pourtant, Idriss Seck, il avait annoncé. Il avait dit que je serai là pour accueillir le Premier ministre. Maintenant, pour le président de la République, je ne suis pas sûr parce que j'ai une invitation. Je suis le maire de la ville. Ma ville est jumelée à une autre ville en France. La ville de Caen, oui. Donc, et voilà, pour cet anniversaire de débarquement, on m'a invité. Alors, est-ce qu'il va partir? Et je suis sûr que il n'y a pas eu de... Moi, ma conviction, Idriss Seck n'a pas calculé en restant à Thiès. Il a certainement entendu des échos. Les gens ont tapé sur lui, notamment la presse. Là, voilà un maire absentéiste qui ne s'occupe que de la panne de la piscine de l'hôtel Saint-James plutôt que du poteau électrique à côté de la mairie qui est en panne. Donc ça, bon, je sais que tout ça, il a entendu. Donc, aussi, il a calculé pour dire que voilà, je ne vais pas laisser le terrain libre comme il l'a dit. Je vais montrer que voilà, je préfère ma ville à Caen. Je préfère le poteau de la mairie qu'à la pompe de la piscine de Saint-James qui ne marche plus. Et il l'a démontré, il est resté. Ali Fari, parlons un peu maintenant des décisions qui ont été prises au cours de ce Conseil des ministres. On sait que Thiès est quand même une ville très... une des villes les mieux loties du Sénégal, si on peut s'exprimer ici. Alors, comment comprendre qu'autant de milliards de francs CFA soient annoncés pour la seule région de Thiès? On nous dit que c'est la région qui va engloutir le maximum de financement. Oui, je crois d'abord, je crois que ça peut se comprendre par la position géographique de Thiès, comme l'a dit M. Fall, qui, à part Dakar, est la deuxième ville la plus importante en termes d'industrialisation. Et aussi, Thiès regorge des ressources minières considérables. Et la deuxième, c'est pourquoi donc je me réjouis et je comprends cette position du gouvernement. Parce qu'effectivement, 440 pour toute la région de Thiès. Ensuite, avec l'encombrement de Dakar, Thiès est en train de devenir l'axe vers Thiès est en train de devenir une opportunité pour désengorger un peu Dakar. Vous avez vu l'aéroport de Diass qui est dans la région de Thiès. Vous avez vu l'exploitation minière et l'exploitation des nouveaux textiles. Je crois que tout ça, c'est une manière, au-delà de l'aspect politique, de donner à Thiès sa véritable place de deuxième pôle du Sénégal. Parce que rappelez-vous, Thiès est l'une des villes, avec peut-être ma ville natale de Linguère, l'une des villes les plus rebelles dans l'histoire politique du Sénégal. Ils veulent toujours être associés à la gestion publique où ils combattent les régimes qui l'ont fait.
ensuite avec Abdou Diouf et Talla Sylla. Rappelez-vous, quand Abdoulaye Wade était là, ils ont soutenu Idrissa Seck qui était leur fils. Et aujourd'hui qu'il veut continuer à faire de cette ville son précaré, Macky, effectivement, la seule manière qu'il peut régler le problème, c'est de faire ce que Wade l'opposé de ce que Wade faisait. Au-delà des investissements faits à Thiès, ces investissements-là vont concerner peut-être d'autres régions parce que en sortant de Dakar, généralement, on passe par Thiès pour aller à l'aéroport d'Indias. Tout à fait. Pour aller à Touba, etc. Tout à fait. C'est la position stratégique. Tout ce qu'on fait pour Thiès, on le fait aussi pour tout le Sénégal. Voilà. Parce que quiconque sort de Dakar passe impérativement par Thiès. Ce que j'apprécie positivement de la part du président, c'est le fait qu'il n'ait pas fait ce que Abdoulaye Wade faisait. À Louga, Abdoulaye Wade avait dit à Louga, toi, je construis Louga si vous me donnez la mairie. Alors que il occupait la mairie. Alors qu'il occupait la mairie, mais c'était un transhumant qu'il occupait à l'époque. Mais à Thiès, au moins, il a montré qu'il a une élégance républicaine, que les investissements qu'ils font pour les populations de Thiès n'est pas conditionné par une adhésion politico-politicienne, mais par sa position d'homme d'État qui doit rationaliser l'utilisation du budget à travers les politiques publiques du Sénégal avec quelles que soient les positions partisanes ou quel que soit le support qu'il a de cette localité. Si Idrissa remplit le 29 juin, que ça puisse un peu non, je ne pense pas parce qu'effectivement, quand on est dans le domaine de la gestion du New Public Management, de la gestion efficace de l'État, tout ce qui est planifié et qui va dans le sens de l'intérêt de l'État doit être exécuté en fonction des échéanciers qui sont clairs. Et je crois que c'est la raison pour laquelle, si vous permettez de terminer, qu'effectivement, il a été clairement dit que 234 sont disponibles avec le PTTI, mais le reste de l'argent, les 200 autres milliards, sont à chercher. Donc je crois que de ce point de vue-là, c'était une bonne chose pour le président de montrer aux Thiessois qu'il est le président de tous les Sénégalais. Enfin, pour intervenir sur ce que vous aviez dit peut-être par rapport à la qu'on a vu avec l'accueil du président de la République, laisse penser qu'après tout, on risque de voir les chances, en tout cas de ceux qui soutiennent le président, augmenter plus que les autres listes qui compétissent à Thiès. Maintenant, est-ce que cela va jusqu'à donner une victoire à Thiès? Je ne suis pas en mesure de le dire. Mais je sais que la grande mobilisation et l'argent qui a été dépensé pour l'accueil du président peut être un acquis quand même qui peut être important. Alors, Alifal, croyez-vous, des engagements importants ont été pris pour la ville de Thiès. Là, Macky Sall, il a peut-être 2 ou 3 ans maximum pour terminer son mandat s'il tient à le réduire comme il l'avait promis. Est-ce que vous pensez qu'il a aujourd'hui tenir ses engagements? Bon, en fait, je ne sais pas s'il a les moyens de tenir ses engagements, mais au moins, il faut lire les actes qu'il a posés depuis qu'il est là. Les conseils des ministres décentralisés, donc Thiès est la dernière région à l'avoir accueilli. Mais il faut dire que pratiquement toutes les promesses qu'il a eu à faire durant ces périples-là prouvent que, quelque part, l'État, il prouve lui-même que l'État, c'est une continuité. Que lui, certainement, qu'il va quitter le pouvoir, peut-être, et laisser la place à quelqu'un d'autre qui va continuer le travail. Donc, de ce point de vue, les promesses qu'il a faites dans la région, les promesses d'investissement sont tout à fait rationnelles, sachant que lui, il l'a dit, Thiès étant une ville très attractive, parce qu'étant également la deuxième région la plus industrialisée du pays, à part Dakar, ça il faut le dire. Donc, investir, disons, une telle manne financière peut être compréhensible. Donc, on peut ôter, disons, le manteau politique à tout ça et dire que lui, il s'intéresse plus à la ville qu'aux dirigeants politiques qui gèrent la ville. Donc moi, je n'ai pas de problème particulier par rapport à cela. Maintenant, il faut voir dans quelles conditions. Bon, ils disent qu'ils ont la moitié, 247 milliards en attendant d'aller chercher l'argent ailleurs. Maintenant, attendons de voir ce qui va être fait très récemment pour donc débuter les travaux qui ont, disons, et souvent c'est pour, disons, terminer les chantiers qui avaient été démarrés. Il faut rappeler ce rapport. Vous dites tous les trois là, après la même chose, que Thiès est une ville importante d'un point de vue industriel, économique, mais aussi politique. Alors là, on est à quelques 2 ou 3 ans de la prochaine présidentielle. Macky Sall a fait des promesses aux Thiessois. Est-ce qu'il ne va pas engager aujourd'hui une course contre la montre? Est-ce qu'il n'est pas dans l'obligation en 2017 de devoir se mettre devant les Sénégalais peut-être pour leur dire j'avais promis tel en conseil des ministres, voilà ce que j'ai fait. En tout cas, il a intérêt. Vous savez, jusque-là, quoi qu'on puisse dire, Macky a déjà fait 2 ans de pouvoir. Mais jusque-là, ou bien la majorité des Sénégalais en tout cas, disent qu'ils n'ont pas encore vu de façon concrète ce que Macky a réalisé. Contrairement à Wade, quoi qu'on puisse dire, on parle toujours de l'autoroute de Wade. Donc Macky a intérêt justement à montrer quelque chose aux Sénégalais. Donc il va,
De toute façon, il a entamé beaucoup de chantiers. Maintenant, attendons de voir. Il lui reste 3 ans. 3 ans, c'est court, c'est long pour pouvoir, disons, entamer des chantiers. L'essentiel que les moyens financiers soient à disposition, donc pour pouvoir faire tout le travail qu'il a promis aux Sénégalais. On attend de voir, mais disons que il a intérêt à faire des choses, à montrer des réalisations concrètes aux Sénégalais avant la prochaine présidentielle de 2017. Pour terminer rapidement, Josnesta Diop, sur ce chapitre-là, ce qu'on remarque, c'est que Thiès est la dernière région visitée. Il y a eu d'autres avant, mais ce dont la presse a fait état ce matin, c'est que Macky Sall a promis plus que le budget du Sénégal quand même. Est-ce que ça ne pose pas problème? Où est-ce qu'on va trouver? Moi, j'ai envie de dire que, comme disait l'autre, l'homme d'État, il pense à la prochaine génération. L'homme politique pense aux prochaines élections. La prochaine élection, c'est dans quelques jours. Oui, le 29 juin. Voilà. Donc, on jugera Macky Sall en fonction de ce qui va se passer. Vous voyez? Donc, si d'ici 2 ans ou d'ici 1 an, les Thiessois attendent toujours le premier milliard, ils vont dire que ce monsieur-là, en tout cas, il était venu pour nous séparer d'Idriss Seck, mais qui n'était pas venu en fait pour amener Thiès vers l'émergence. Donc on va le juger sur pièce, hein. Donc ça c'est sûr. Il a l'argent pour le faire. Moi je dis que ça fait seulement... on est à la 10e région. 10e région. Monsieur Macky Sall est presque à 2000 milliards de promesses. Plus que le budget du Sénégal. Plus que le budget du Sénégal. Donc vous savez très bien que d'ici 2017, il ne peut pas. Il faut être logique, il ne peut pas. Maintenant, bon, en fait, tout homme d'État, Wade, il le faisait. Hein. À l'époque, Wade, il était tellement généreux en promesses, comme l'est encore, en tout cas, tout homme politique. Il faut être serein et parfois analyser froidement les choses, toutes ces promesses-là. Derrière ces promesses-là, il ne peut pas ne pas se cacher truc politique. C'est sûr. Parce que comme tu le dis, ce n'est pas pour rien que Thiès, qu'on tienne le Conseil des ministres à Thiès, en pleine période où il est interdit de faire toute propagande de campagne politique. C'est pas pour rien, c'est calculé. Parce que si ce n'est pas calculé, on aurait dû attendre après les élections locales pour venir. Où est l'urgence qui peut, par exemple, dicter que le conseil se tienne dans cette période où tout est suspect? Ou même quand vous portez une chemise, on dit, ah, ce monsieur-là, apparemment, il vote pour l'autre. Donc, j'aurais dit... Et c'est interdit par la loi. Interdit par la loi, justement. Donc, qu'on mobilise encore combien de millions pour accueillir le Conseil des ministres, c'est solennel d'un État. On n'a pas besoin de folklore pour ça. On a juste besoin que des ministres. On n'a pas besoin des gens, d'observateurs, d'applaudisseurs. Non, on a juste besoin... Surtout que c'est un président qui avait promis la rupture. La rupture, donc, hein, dans ce sens-là, l'austérité dans l'efficacité. Absolument. Donc, dans ce sens-là, j'ai du mal à comprendre qu'on mobilise des gens comme ça, qu'on fasse... Moi j'ai rien contre le Conseil des ministres décentralisé. C'est pas seulement à Thiès, mais un peu partout au Sénégal. Ça ressemble à du tourisme. Moi, je me rappelle quand M. Youssou Ndour était ministre, il paraît quand ils sont allés au Fouta, les gens ne faisaient que l'applaudir. Les gens avaient l'impression d'être devant un concert chez Youssou Ndour avec un micro à la main. Parce qu'effectivement, il était venu... Voilà, justement. Okay. Donc, je crois qu'il faut pouvoir un peu faire la part des choses. Pour clore ce chapitre, très rapidement. Oui, je voulais juste dire que je ne peux pas être d'accord avec mon ami Georges sur le fait que le Conseil des ministres décentralisé puisse être une bonne chose. Pour la seule et simple raison qu'une localité qui accueille tout le gouvernement, ça constitue un élan de fierté extraordinaire. Ça permet au président et au gouvernement d'être à l'approche des problèmes réels de ces populations-là. Ça permet effectivement de trouver des solutions. Parce que rappelez-vous, l'une des spécificités de ces conseils des ministres délocalisés, c'est les conseils interministériels qui les précèdent. Et ça permet à tous les chefs... administratifs locaux, les élus, les conseils, les élus locaux et les autorités administratives de discuter de manière franche et directe avec le gouvernement des problèmes de leur localité. Et de ce point de vue-là, je crois que c'est une excellente chose. Mais le gouverneur, excuse-moi, le gouverneur, il est là pourquoi? Le gouverneur, il représente l'État. Oui, mais si le gouverneur à lui de remonter les informations. À lui de remonter les infos. Donc ça veut dire que les gouverneurs. Donc si c'est comme ça, éliminons les gouverneurs. C'est-à-dire maintenant, si le ministre seulement doit attendre le Conseil des ministres décentralisé, peut être proche de la population. Et les députés qui portent la parole des populations à l'Assemblée, je crois que ça devant le gouvernement. On est dans un État, c'est un travail à la chaîne. Le gouverneur peut accueillir, peut organiser des ministres décentralisés. Une précision, c'est pas suffisant pour la seule simple raison qu'on n'est plus à l'ère de l'État jacobin, senghorien centralisateur, où le gouverneur faisait remonter les informations
on est à une phase où il y a une floraison de préoccupations et souvent, malheureusement, ces autorités utilisent la presse pour se faire entendre. Donc, le fait que le président de la République et son gouvernement se déplacent dans une localité, mais c'est le moyen le plus sûr d'être en contact avec les populations parce que le gouverneur peut ne pas refléter fidèlement les préoccupations de président. Très bien, mais on va pas se terminer. Malheureusement, le président, quand il va là-bas, il s'enferme dans un hôtel, il ne sort que pour faire Non, il reçoit à longueur de journée. Il y a beaucoup d'actualités qui nous attendent. Une autre actualité qui a dominé cette semaine-là, c'est le congrès du Parti socialiste qui se tient ce week-end. Alors, il y a eu un large débat autour de ce congrès, la candidature de Aïssata Tall Sall, l'annulation de l'élection par Khalifa Sall. Finalement, on ne comprend pas ce qui s'est passé. Mais avant cette annulation-là, avant la décision de Khalifa Sall, il y a eu une conférence de presse tenue par Aïssata Tall qui se prononçait un peu sur la démarche suivie par ses camarades. On va écouter l'élément de Samba Ndiaye avant de revenir pour en débattre. 3 jours de vote pour l'élection du secrétaire général du PS suffisent pour les irrégularités. Certes, la transparence a ponctué le processus au niveau de certaines coordinations, mais dans d'autres, des manquements sont signalés par la candidate Aïssata Tall Sall. Il existe des coordinations où le processus a été entaché parce que les listes de CA, les CA, c'est les commissions administratives qui sont les assemblées générales de notre parti et qui constituent le collège électoral. Donc, dans ces coordinations-là, je dis, les listes de CA n'ont pas été produites, d'où l'impossibilité d'identifier de façon irréfutable l'électeur. Dans d'autres, le secret est foncièrement violé par le responsable de la coordination. S'agit-il de sa part d'une méconnaissance des règles ou d'un acte délibéré? Je ne saurais le dire, mais j'en fais le constat. Dans d'autres coordinations encore, le candidat que je suis s'est vu attribuer un représentant que je ne me suis jamais choisi, que je n'ai jamais mandaté et que je ne connais même pas. Enfin, le plus curieux et le plus extraordinaire, c'est que dans une des CA, ici dans le département de Guédiawaye, 202 membres ont voté. Or, dans le parti disent que la CA est obligatoirement composée de 200 membres. Le vote se poursuit et l'adversaire de Ousmane Tanor Dieng au poste de secrétaire général du Parti socialiste en appelle à l'arbitrage du bureau politique afin d'apporter les corrections nécessaires. Pour moi, au-delà d'un choix qui s'exprime sur une personne, c'est bien les idées et les propositions qui doivent emporter la conviction de nos militants. C'est pourquoi j'en appelle au bureau politique et puis précisément à la Commission nationale de pilotage des renouvellements, afin qu'il soit rappelé aux coordinations restant que le processus doit être crédible et crédibilisé et qu'un vote au rabais ne saurait servir les intérêts de notre parti. Interpellé sur la durée à la tête du Parti socialiste, Aïssata Tall Sall pense que même si les textes n'ont pas prévu de limitation, 2 mandats seulement suffisent à un secrétaire général pour montrer ses preuves. La députée socialiste à l'Assemblée nationale croit aussi que ses relations avec les autres membres du parti ne seront en rien entachées. Au contraire, considère-t-elle, sa candidature participe à mieux asseoir la démocratie au sein de sa formation politique. Alors, cette conférence de presse d'Aïssata Tall Sall Ali Fall a été tenue un peu avant que la Commission nationale de pilotage des renouvellements dirigée par Khalifa Sall ne décide d'arrêter le processus. Alors, quand il y a eu cette conférence de presse, quand le processus a été entamé, il y a beaucoup qui s'excitaient déjà pour voir un congrès dans un parti au Sénégal, ce qui est quand même rare, qu'on puisse avoir 2 candidats qui concourent au suffrage des militants. Finalement, on a assisté à ce qu'on a vu ce week-end. Est-ce qu'il n'y a pas un goût d'inachevé dans cette affaire? Bien sûr. En fait, les gens parlent de congrès, mais moi je parlerai de simulacre de congrès. Parce que c'est à quoi on a assisté avec cette élection. Il faut le dire. Nous sommes tous déçus. Parce que quand même le Parti socialiste représente quelque chose dans ce pays. Il ne faut pas oublier que c'est le premier parti politique du Sénégal. Depuis 2000, pratiquement, et bien même avant 2000, disons Ousmane Tanor Dieng qui est là, qui a
pris les rênes du parti après le départ de Abdou Diouf. Il avait la meilleure occasion ici, le témoin. N'oublions pas que Ousmane Tanor Dieng a participé à 2 élections présidentielles. Élections à l'issue desquelles il a perdu. Et on a vu que même et en 2012. En 2007 et en 2012. Et on a vu même que ses suffrages ont baissé de 2007 à 2012, pratiquement quittant 17,% pour en arriver à 11 ou 12%. Donc ça, il fallait avoir une lecture froide de la situation. Et je crois que d'ailleurs, certains jeunes du parti avaient tiré la sonnette d'alarme il y a quelques années en disant qu'il est temps quand même d'évaluer ce qu'on a eu à faire et d'en tirer les conséquences de façon froide. Mais on a vu que rapidement, ces jeunes ont été muselés, ils ont été mis à côté. Des gens comme Malick Noël Seck. Donc il faut dire que ce congrès-là était une belle occasion pour Karim Wade, pour Ousmane Tanor Dieng d'organiser sa succession. Malheureusement, il l'a raté parce que ce à quoi on a assisté, il y a une candidate au poste de secrétaire général qui a été sacrifiée, il faut le dire. Si on voit la procédure, comment elle a été organisée, on a vu la sortie de Khalifa Sall quelque part, parce que c'est le mot Aïssata Tall Sall en disant que c'est pour l'intérêt du parti. Quelques heures ou quelques jours après, on a vu, non c'est quelques heures après justement, on a vu un communiqué de Serigne Mbaye Thiam disant que oui, que le processus va continuer. Mais déjà, on sentait que le processus était biaisé. Pour quelle raison? Il voulait sacrifier une candidate très sérieuse, il faut le dire. Cette élection pouvait représenter quelque chose pour le Parti socialiste. Mais malheureusement, on a assisté à un simulacre de congrès. Ousmane Tanor Dieng a été élu d'une façon, disons, Al-Sisi, comme on dit, avec plus de 86%. Un score de aligné. Moi, je dis qu'il aurait dû même avoir du scrupule à donner les chiffres à la presse en disant que oui, il a été élu avec tant de... Dès l'instant que l'autre candidat, on a tout fait pour l'éliminer, on a tout fait pour la ridiculiser, ça n'avait pas de sens. Ali Ndiaye, est-ce que dans cette affaire, c'est pas finalement Aïssata Tall Sall la grande perdante? Elle ne peut pas être secrétaire générale du PS, c'est la réalité constatée sur le terrain. Aujourd'hui, elle va vers des élections locales à Podor. Elle n'est pas sûre d'avoir le soutien Parti socialiste, tant que qu'elle reste au PS. Est-ce que finalement on n'a pas l'impression que c'est elle la grande perdante? En fait, je crois que Aïssata, si on se réfère sur les résultats de ces supposés primaires, qui du reste sont des primaires fermées qu'on appelle caucus, qui peuvent permettre de contrôler un appareil, mais ne reflètent pas la véritable représentativité des candidats. Parce que tout le monde sait qu'à une élection générale, c'est pas évident que Aïssata aurait juste 1000 voix. Donc, c'est des caucus fermés. Donc, certes, si elle perd l'élection, elle gagne en maturité. Parce que Aïssata, je crois qu'elle était plus intéressée par la politique spectaculaire, comme ultime, l'activité était plus importante pour elle que le résultat. Si je m'explique, c'est parce que Aïssata savait déjà, et il l'a défendu, que le processus dans le Parti socialiste est fermé. Les responsables du Parti socialiste, c'est des tanoristes que Tanor a installés parce qu'il contrôle l'appareil depuis plus de 20 ans, depuis quand il était à la présidence de la République. Même si l'appareil s'amoindrisse de jour en jour, il continuera à le tenir même si le Parti socialiste aujourd'hui pèse 10%. Donc Aïssata savait effectivement qu'elle ne peut pas battre Ousmane Tanor Dieng dans des primaires. Khalifa l'a compris, a été réaliste et peut-être c'est pourquoi elle se réserve pour une autre élection plus ouverte. Mais Aïssata en affrontant Ousmane dans sa compétition à Podor. Parce qu'elle est en train de se victimiser. Elle est combattue par tout le PDS, l'APR, coalisé pour la combattre à Podor. En allant à ses primaires, elle crée un sentiment de fierté et de ralliement de ses partisans autour de Podor. Ça peut lui permettre de gagner une élection. Ensuite, elle gagne parce que, en allant dans une élection où elle sait les résultats avant l'élection, elle se positionne et entre dans l'histoire comme la première à avoir défié Ousmane Tanor Dieng dans l'histoire politique du Parti socialiste. Vous pensez dans ces conditions qu'elle puisse continuer à rester au PS, à siéger au bureau politique? Je crois qu'on est dans une phase de stratégie à 2 échelles qu'elle est en train de faire. Je me présente au Parti socialiste pour prendre date et me préparer maintenant à une grande élection présidentielle. Si on sait qu'elle est une meilleure candidate qui peut seule compétir avec Macky dans des zones que Khalifa Sall, Ousmane Tanor Dieng et autres ne peuvent pas. Le nord du Sénégal, le Fouta principalement. Elle sera une candidate très sérieuse
dans le Fouta, elle sera mieux là-bas, une meilleure candidate que mais Khalifa on Sall. ne pas une présidentielle en comptant seulement sur le Fouta quand même, Ali Farid. Oui, je veux dire que elle peut compétir dans des zones qui peuvent lui être favorables parce que c'est sa base affective. Parce que si Macky a eu de bons résultats, parce que aussi c'était sa base affective. Il milite, c'était sa base affective. Et il a battu à plate couture tous les autres candidats dans cette zone. C'est pourquoi je dis que ce sera une bonne chose pour elle de se réserver pour une autre élection. Parce qu'elle est dans une phase d'une stratégie à deux échelles. Quand vous parlez de cette compétition-là, hein, qui peut avoir lieu entre Aïssata Tall Sall, Khalifa Sall, il y a Serigne Mbaye Thiam dont on ne parle pas trop souvent, mais qui a quand même aussi des ambitions pour la direction du parti. Est-ce que finalement ce n'est pas tout cela qui a poussé Ousmane Tanor Dieng à se dire peut-être que pour la stabilité du parti, il faudrait mieux qu'il reste encore? Je ne pense pas. Je crois au contraire que c'est Serigne Mbaye qui est en train de devenir un peu le plus grand diviseur commun du parti de Tanor. Parce qu'en vérité, Serigne Mbaye Thiam, parce qu'en vérité, lui, son ascension politique, il le base uniquement sur sa proximité avec Ousmane Tanor Dieng. La preuve, Aïssata a gagné Podor, n'a pas été ministre. Aminata Mbengue a gagné Louga, a été ministre. Serigne Mbaye Thiam n'a même pas une section à Kaolack. Le Parti socialiste a été laminé. Il a le ministère le plus important parce qu'il est parrainé par Tanor. Aujourd'hui même, la circulaire de Khalifa, à mes yeux, cherchait plutôt à éviter l'humiliation à Aïssata. Mais vous savez, Serigne Mbaye, en relançant le communiqué, a voulu que le processus continue, ce qui va permettre à Tanor de l'écraser, et ça va accélérer la rancœur les deux personnalités. Vous pensez que c'est Serigne Mbaye Dieng qui a fait tout Je crois cela? que dans cette affaire, très sincèrement... Peut-être même, il faut dire que contrairement à ce que les gens pensent, Aïssata Tall sort gagnante de ces élections. Tout à fait. Ça, il faut le dire. Parce que contrairement à ce que les gens croient, ok, sur le plan des chiffres, Ousmane Tanor Dieng part devant avec... Elle est courageuse. 96%. Mais au moins, Aïssata Tall Sall a voulu imposer quelque chose. Où est la démocratie dans les partis dont on parle? Quand on a entendu hier une dame comme Aminata Mbengue Ndiaye qui dit que oui, bon, Senghor et Diouf n'ont jamais organisé de primaires et ils n'ont jamais été contestés. Pourquoi on le ferait aujourd'hui? Où est la démocratie dans les partis? C'est pas parce que justement on l'avait pas fait dans quelques années qu'on ne doit pas le faire en 2014. Il faut être sérieux. Georges, alors est-ce que il n'était pas candidat dans cette affaire, Khalifa Ababacar Sall, qui est candidat à sa propre succession à la mairie de Dakar? Mais ce qu'on a vu, moi qui ai suivi un peu le congrès ce matin, ce qu'on a vu, c'est qu'il n'y en avait que pour Khalifa Sall. Même le maire de Paris, Anne Hidalgo, a envoyé son mari qui est venu à Dakar pour dire que Paris aimerait bien voir Khalifa Sall continuer à Dakar. Georges, est-ce que finalement dans cette affaire, c'est pas Khalifa Sall qui a eu le plus à gagner, qui a le plus à gagner dans ce congrès-là? En fait, moi, ce que je crois, c'est que je n'irai pas dans le même camp que mes confrères. Hein. Parce que d'abord, moi, je trouve ça comme vraiment du cinéma. Ça, c'est ma conviction. Quand je le dis, je crois à ça. C'est qu'on a assisté, le Parti socialiste nous a offert un cinéma et tout le monde est adhéré. C'est quoi? C'est que moi, ma lecture, c'est que le Parti socialiste était presque aux abîmes, c'est-à-dire avec la côte la plus, vous avez dit tantôt, qui était vraiment au bas de l'échelle. Ils étaient vraiment... Et on s'achemine vers des élections. Il va falloir organiser un spectacle pour revenir au devant de l'actualité. Remobiliser les troupes. Yes. Et ce spectacle-là, ils l'ont réussi. Parce qu'ils ont réussi à organiser une simulacre d'élection, comme l'a dit Ali, occuper le devant de l'actualité pendant au moins une semaine. Parce que comme disait l'autre, en politique, il faut occuper le devant de la scène, un bon ou un mauvais. De toute façon, l'essentiel, c'est d'être devant. Et là, ils l'ont fait. Ils l'ont réussi pendant au moins une semaine. La presse n'en a eu que pour le Parti socialiste. Vous l'avez évoqué tantôt. Aïssata Tall Sall savait en âme et conscience qu'en allant en compétition contre Tanor, elle allait être laminée. Elle le sait. L'aura de Aïssata Tall Sall, ou bien, je sais pas, ne dépasse vraiment pas Podor. Ça, elle le sait. Elle est peut-être dans le département de Bourg, elle n'aurait pas récolté plus de 1000 ou 100 voix. Ali l'a répété tout à l'heure. Les électeurs, le corps électoral de cette élection-là est composé de gens que Tanor a installés et que Tanor contrôle depuis presque 20 ans. Vous ne voyez pas Aïssata Tall Sall donc voir ces gens-là voter pour elle, pour plusieurs raisons. Khalifa Sall, que vous venez de citer, effectivement a joué le jeu. Il savait que là, on est dans un cinéma. Il faut arrêter le cirque, comme il a dit. Il l'a arrêté pendant qu'il le fallait. Et au lieu de continuer à jouer le jeu,
à se faire au risque d'être ridicule. Est-ce qu'en arrêtant ce que vous appelez cirque, Georges, est-ce qu'il ne se positionne pas finalement comme le véritable patron du PS au cas où Tanor mais bien sûr, parce que de deux choses. Les challengers actuellement de Khalifa Sall au PS, c'est certainement Aïssata. Si Aïssata aujourd'hui, si par exemple le processus allait jusqu'au bout et qu'Aïssata est élu, Khalifa n'aurait plus aucune prétention de leadership au sein du PS. Parce qu'Aïssata a dit, moi, je suis plutôt un égal. Je suis allé à une compétition contre le patron. J'ai battu le patron, range-toi derrière. En 2007, si Tanor ne se présente, Khalifa n'aura aucune légitimité pour dire que moi, Aïssata, je me présente pour le compte du PS. Aujourd'hui, le processus n'est pas allé jusqu'au bout. Khalifa, en tout cas, et Aïssata pourront tous se dire, non, attends, toi et moi, nous sommes au même pied. Donc, en 2007, et encore que Khalifa s'est ménagé une large marge de manœuvre parce qu'il ne s'est jamais mesuré contre Tanor et que Aïssata, au moins, ne serait-ce que pour cette semaine-là, a vu que Tanor le dépassait de loin. Ce que Khalifa n'a jamais essayé pour l'instant. Donc, là où nous sommes donc, Khalifa est le plus grand gagnant dans cette affaire-là. Parce que, imaginez un peu, en 2007, Tanor peut rester le secrétaire général. 2017, Tanor peut rester le secrétaire général de ce parti. Mais, en 2007 pour le candidat du Parti Socialiste, peut-être que Khalifa... Justement Ali Fari, on va en 2017, le PS a déjà dit qu'il aura un candidat. Est-ce qu'on peut assister un peu au scénario qu'on a vu en France, par exemple? Le Parti Socialiste de France avait son premier secrétaire qui était le maire de Lille, j'oublie le nom, mais c'est Hollande qui a défendu les couleurs du parti à la présidence. Par exemple, Ousmane Tanor peut être secrétaire général du parti et puis que le PS présente un autre candidat qui serait Khalifa Sall. Je le crois très sincèrement, d'autant plus que Tanor a déclaré que c'était sa dernière élection, qu'il n'allait plus se représenter à une présidentielle. Donc en étant même secrétaire général, peut-être que c'est une manière de garder la baraque et de préparer peut-être les primaires pour le prochain candidat du parti. Mais encore une fois, comme vous l'avez dit, toutes les démocraties d'ailleurs modernes, tous les partis politiques modernes, que ce soit même en Amérique, en France, les secrétaires généraux de parti ne sont pas les candidats. Ne sont pas les candidats. Ils administrent le parti et ils donnent des chances aux autres de compétir. Maintenant, le problème c'est que dans une primaire fermée aussi, un candidat, est-ce que ces primaires peuvent être un bon baromètre de mesurer la viabilité d'un candidat qui peut gagner? Parce que dans cette affaire, tu peux perdre des primaires à l'intérieur d'un caucus fermé et devancer le candidat que tu as gagné dans une élection générale. Est-ce que finalement Khalifa Sall n'a pas été plus intelligent, disons, je m'excuse de ce terme-là, que Aïssata Sall? Lui qui sait que Tanor verrouille le parti, comme vous dites, le corps électoral est composé de gens qui lui sont fidèles. Il se dit peut-être que je ne vais pas aller en compétition contre Ousmane Tanor en 2014 et compter sur son soutien en 2017. Je crois que c'est le calcul effectivement que est en train de se faire. Il se réservait pour une élection plus ouverte parce que ça n'a aucun sens d'affronter Tanor et de perdre. Et même si tu gagnes, tu ne gagnes rien. Tu gagnes d'être à la tête d'une association de droit privé. L'important, c'est de se battre pour des élections à enjeu national. Donc moi, je ne serais pas surpris que les primaires encore à la présidentielle oppose peut-être quelqu'un comme Khalifa et Aïssata Tall Sall. C'est très possible. Khalifa, je ne sais pas, moi, contrairement à vous, moi je dirais que Khalifa s'est tiré une balle dans le pied parce qu'il a montré, au moins, Aïssata a été plus courageuse. Parce que Aïssata a été justement à montrer que vraiment, non seulement elle a des ambitions, c'est à tout le monde qu'elle a des ambitions. Contrairement à Khalifa Sall, qui est là, bon, personne ne peut le situer, il s'emmure derrière des gens qui mènent le combat à sa place. Quelque part, c'est lui-même qui s'est ridiculisé. Attention, c'est que Khalifa, contrairement à ce que vous dites là, c'est que Khalifa, je crois, il a été très intelligent. Il lui a été prêté l'intention pendant au moins toute une année qu'il serait, qu'il se prenait l'adversaire de Tanor. Ça a été dit dans la presse pendant au moins un an. Il y a beaucoup de ses partisans qui se sont attaqués à Ousmane Tanor. Il a même... Qu'est-ce qu'il dit qu'il n'est pas derrière? Il y a même une association, And Donald Khalifa, je ne fais pas sa promotion. Des gens, des Sénégalais, même des journalistes ont cru que la bataille, le duel Tanor Khalifa est inévitable. Alors que voilà, il se donne l'occasion de montrer que moi, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse pour l'instant, en tout cas, parce que là, on ne montre pas ses cartes à ses adversaires. Il semble dire, en tout cas, pour ce qu'il a montré, ce qui m'intéresse, c'est mon fauteuil à la mairie de Dakar. Le reste, le temps nous dira. Khalifa Sall, donc, là, peut-être que la question que je me pose, peut-être revenant sur ce cas, c'est que véritablement, même si on salue le courage politique de Aïssata, parce que l'audace paie en politique,
Khalifa est un peu connu comme quelqu'un qui a toujours caché son jeu. Hein, et il a un peu cette démarche-là. Surprise à la dernière minute de se focaliser sur la chose la plus importante. Mais là, on peut se poser la question de savoir, est-ce que Khalifa fondamentalement pense que le Parti socialiste, avec ses 10% aujourd'hui, est un instrument fiable pour propulser un candidat à la présidence? Parce que pour la mairie de Dakar, il ne compte pas seulement sur le PS. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, comme vous l'avez dit, Khalifa n'a jamais montré ses ambitions publiquement comme ça. Comme dit le Wolof, je me pose la question. D'abord, vous n'avez jamais entendu Khalifa pendant que les Mbaye Ndiaye à l'APR lui disaient tu rallies l'APR ou bien on va t'enlever de la mairie de Dakar. Il n'a pas répondu. Il est arrivé là, il dit que voilà, je mène ma coalition Tahaou Ndakaru avec des socialistes, avec même qui va au-delà du PS. Il s'est même allié avec les diables, comme on le dit l'autre, pour en tout cas rester à la mairie. Il l'a fait, il a mis sa coalition où on retrouve des socialistes, des libéraux, des réumistes, des apéristes. Et il peut peut-être reconduire la même stratégie en 2017. Tout à fait. C'est tout à fait vrai. Et comme une élection locale n'étant pas une élection de parti, c'est une élection à la base, il est capable de tout. Il ne nous reste plus beaucoup de temps, on va rapidement parler d'une autre actualité. Ali Fall, c'est la relecture du code de la presse qui a été demandé par le gouvernement du Sénégal. Alors, finalement, on ne comprend pas. Nous, c'est quoi le problème avec ce code de la presse? Nous-mêmes, moi à qui vous posez la question, moi-même je ne saurais vous répondre pour une simple raison. Là, on parle de relecture. C'est tant mieux. C'est le mot qui nous convient le plus que étude. Parce que ce qu'on a entendu, Moustapha Niasse, ce qu'il a dit, il a parlé d'études. Ils vont retourner le projet de code à l'exécutif pour étude. Donc nous, quelque part, on a été surpris. Même s'il faut le dire, nous ne sommes pas contre. C'est-à-dire que nous avons un avis, disons, un préavis, bien un avis favorable à, disons, ce projet de relecture du code de la presse. Le code a été rejeté à plusieurs reprises, ça il faut le dire, parce que ce n'est pas cette deuxième législature qu'il a fait pour la première fois. On se rappelle qu'il y a quelques années, le PDS avait fait la même chose. Le PDS avait retourné le projet de code de la presse. Les apéristes ou bien l'actuel législature... Est-ce que finalement le problème, Ali, ce n'est pas plus le code que les acteurs? Bon, je ne sais pas si c'est le code ou bien les acteurs. En tout cas, nous, ce que nous savons, c'est-à-dire que les parlementaires, depuis la 11e législature, ils s'arc-boutent sur l'utilisation des délits de presse pour rejeter le texte. Cette 12e législature fait la même chose. Nous ne voulons pas d'une dépénalisation des délits de presse au Sénégal. Raison pour laquelle on retourne votre texte pour relecture. Alors, nous, on a dit que nous sommes ouverts au dialogue. Nous sommes disponibles pour relire le projet de code avec les parlementaires. Tout récemment, on l'a fait avec tous les acteurs de la presse. Les gens ne trouvaient pas la nécessité de changer quoi que ce soit du contenu du code de la presse. Parce qu'on se dit que le code, c'est un tout global qui englobe beaucoup de dispositions. À mon avis, disons, font la promotion de la presse au Sénégal, si vous me permettez l'expression, que si on refuse de voter ce code, on va à volo. Et puis, il ne faut pas oublier une chose, des pays voisins, la Mauritanie qui est là, toute proche, la Mauritanie a dépénalisé les délits de presse. Pourquoi le Sénégal n'irait pas jusqu'à dépénaliser les délits de presse? Parce que quand même, le Sénégal étant une grande démocratie, ça il faut le dire, et une démocratie ne s'accommode pas avec des journalistes en prison. Ça n'a aucun sens. Ce qu'on constate, c'est que dans ce nouveau code, Ali Fall l'explique très bien, il y a beaucoup d'initiatives qui promotion d'une meilleure presse au Sénégal. Mais le débat que l'on impose sur l'espace public, en tout cas, c'est la dépénalisation des délits de presse. Est-ce que être réaliste ne voudrait pas nous pousser aujourd'hui, nous journalistes, à se remettre en cause par rapport à ce point précis et se dire qu'on peut avoir un code sans dépénalisation? Alors, je crois que quand ils ont dit qu'ils vont envoyer le texte en relecture, j'ai bien aimé le texte relecture. Parce qu'effectivement, il y a des gens qui parlent de ce code-là et qui n'ont jamais lu une seule phrase ou un seul chapitre, un seul article de ce code. C'est pourquoi j'aime le mot. On a même amené en lecture, parce qu'il y a des gens qui en parlent. Il ne s'agit pas de relecture. Il faut le lire. Ça dit tout ce qu'ils ont retenu, c'est cette déprisonnalisation. C'est tout. C'est quoi?
Maintenant, le journaliste, quand il commet un délit ou bien une diffamation, il ne peut pas aller en prison. Ils disent, oh, Kautif, ça, le Sénégal va s'effondrer. Oui. Non, non, ça, il ne faut jamais le voter. Ils s'arrêtent là. Alors qu'ils ne savent pas que ce code-là, véritablement, ça, là, cette déprisonnalisation, oui, c'est vraiment le plus petit aspect du code. Imagine, je vous en donne quelques exemples. Rapidement. Le nouveau code dit que pour être directeur de publication, désormais, il faut faire 10. Mais ça, c'est une bonne chose. Ça agrandit la presse. Parce qu'on a vu qu'il y a des directeurs de publication, mais qui n'ont pas encore maîtrisé le b.a.-ba de ce métier-là. Et qui se réveillent, qui n'ont pas de stagiaires de directeur de publication. Ensuite, on dit quoi? On dit que pour avoir la carte de presse, en tout cas pour être accepté à la rédaction comme un journaliste, il faut au moins dépasser le stade de baccalauréat. Mais ça, c'est tout avantage pour le Sénégal. Absolument. Donc, quand ces gens-là ferment les yeux pour dire que oh, ça, c'est pas bon pour nous, parce que tout simplement, on a dit qu'un journaliste, il ne veut plus voir de journaliste dans une prison, alors qu'ils laissent au moins les aspects les plus importants, les plus fiables de ce code-là. Mais peut-être, si vous permettez, j'ajoute même les sanctions pécuniaires qui sont prévues dans le code. Voilà, les sanctions voilà, par exemple, justement, excuse-moi, par exemple, quand on dit le journaliste n'ira pas en prison, c'est fermer les entreprises de presse. Parce que quoi, le journaliste ne va pas en prison, mais il commet un délit, on lui flanque une amende de 200 millions. S'il paye, il va fermer. Ali Fari, on a eu des conflits entre la presse et le pouvoir du temps de Senghor, du temps de Diouf, du temps de Wade. Il y a eu des journalistes qui sont allés en prison. Avec Macky Sall, on pensait à des relations beaucoup plus policées. Finalement, ce n'est pas ce que l'on voit. C'est quoi le problème au Sénégal? Pourquoi on ne peut pas avoir une presse qui fait son travail de manière tranquille sans avoir de conflit? Oui, c'est peut-être dû au fait qu'il n'y a pas une presse, mais il y a des presses. Première chose. C'est une bonne chose. Je crois, par analogie à ce que disait Aristote, quand il disait que nous supprimerons l'esclavage quand les machines pourront fonctionner toutes seules, je crois que par analogie à cette assertion, on peut dire que la dépénalisation de la presse et l'acceptation de ce code auraient plus de chances d'aboutir quand on aura une presse plus professionnels avec des éthiques, des comportements déontologiques acceptés de tous, des journalistes bien formés et avec effectivement la seniorité comme élément quand même d'être rédacteur en chef. Je crois que c'est une affaire plus ou moins de responsabilité parce que comme Dieu sait que des journalistes ne font pas leur travail. Ils utilisent leurs instruments pour détruire des gens. Ils utilisent des instruments pour atteindre à l'honorabilité des gens. Et je crois que même si dans une démocratie, la liberté de presse et la liberté d'expression doit être acceptée par tous, il y a un certain nombre de choses que l'éthique et la déontologie doivent permettre de faire. Et cela, il n'appartient qu'au journaliste, qu'à lui seul, d'être son propre objecteur de conscience et d'essayer de régler ce problème-là. Ali Fari Ndiaye, merci. On aurait aimé parler de bien d'autres questions d'actualité, mais il est justement 17h, c'est l'heure de se dire au revoir. Ali Fall du quotidien, merci. Merci Georges Nesta. C'est dommage qu'on n'a pas eu l'occasion de parler de ArcelorMittal. Merci d'avoir suivi ce numéro d'Actu7. Retrouvez samedi prochain Pierre-Edouard Faye pour un autre numéro. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dès lundi, Inch'Allah, dans le débat du jour sur la même antenne et toujours avec le même plaisir. Walfadjri édition del seetina ak ñeenti téere yu maam Khalifa Niass ngir baaxee ko askan wi gannaaw bi mu génnee Safinatu Saada bu Cheikh ak xasida bu mujje bu Cheikh Abdoul Aziz Sy Ad-Dabakh ak yenn ci téere yi maam Khalifa Niass Walfadjri édition del seetina génneel leen ñeenti téere yu maam Khalifa Niass al juyushu tulla bil murhafatil qutta muy téere bi jeexal coow li jolli ci tariqa ak yi ñoñam mi ñu leen traduiral ci làkkum tubaab yu leer nañ zaxiratul ataaya fil wufudi wa saraya muy téere bu ñu xàllal yoonu diplomatie sociale ak sécurité muy kaaraange ci biir askan mir'atu safa fi siratil mustafa mi ñu portoleel dund yonente bi sallallahu alayhi wa sallam